Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai participé à tellement de confs qu'en fait, j'ai dit ça tellement de fois en intro, on a déjà dû se croiser un moment ou un autre. Mais personnellement, c'est ma dernière conf et je suis ravie parce que, bon, vous savez, j'ai quelques dadas dans la vie. Et parmi ces dadas, il y a la question de la taxation des plus riches et des plus grandes fortunes. Vous le voyez écrit sur mon t-shirt. D'ailleurs, on en a encore quelques-uns en rab. Pour ceux qui veulent, à la fin de la session, on peut vous enfiler. Disclaimer, c'est surtout des petites tailles. Cette parenthèse mise à part, bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence qu'on a appelée « Qui va payer la crise ? Abolir les privilèges fiscaux des multinationales et des milliardaires ». Cette conférence, elle a un point de départ qui est la crise économique que nous vivons. Évidemment, c'est une crise sociale, une crise sanitaire, mais c'est avant tout aussi une crise économique. Et peut-être le meilleur point de départ, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire pas plus tard qu'il y a à peine quelques jours. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Comprendre, on va vous faire payer la crise. Et l'enjeu aujourd'hui, et c'est la question qu'on va se poser ensemble avec des super invités, c'est de savoir comment on fait en sorte que ce ne soient pas les plus pauvres qui payent la crise. Et j'ai presque envie de dire comme souvent, voire comme toujours. Et donc à côté de moi, j'ai Anne-Laure Delatte, qui est économiste, une des super économistes qui nous aide à réfléchir, qui gagne à être connue, qui est chercheur au CNRS et qui est aussi membre du réseau de macroéconomistes européens qui s'appelle le CEPR, et qui, si l'économie vous plaît, et que Anne-Laure, vous la trouvez intéressante. Elle a fait un petit podcast qui s'appelle Un shot d'écho, que je vous invite toutes et tous à écouter pour poursuivre le dialogue qu'on fait aujourd'hui. À côté de moi, j'ai Quentin Parinello. Alors, on a la petite spécificité avec Quentin, c'est qu'on a travaillé quelques temps ensemble. Il travaille à Oxfam, ça ne va pas vous surprendre. On a fait quelques petits rapports ensemble à traquer les banques. On ne va pas vous rappeler ici tous les souvenirs qu'on a en commun qui sont assez drôles, et on pourrait vous raconter comment, à une heure tardive de la nuit, des tableaux Excel, on les expose partout dans le bureau pour essayer de trouver comment et décrypter comment les banques françaises et les banques européennes utilisent des paradis fiscaux. Mais je suis ravie de l'avoir avec nous. Anne-Laure avait un peu aussi suivi ça à l'époque quand on était à Oxfam. Et puis sur ma droite, mais non pas politiquement. Ah oui, c'est vrai, pour eux, ils sont à gauche. Désolée, Anne-Laure. Raphaël Prado, qui est porte-parole d'Attac, qui est aussi prof de sciences économiques et sociales. Vous allez sûrement reconnaître à son ton très pédagogue et qui est en général assez apprécié. Et je le disais, ensemble, on va essayer de se poser la question comment faire en sorte que les plus pauvres ne payent pas cette crise qui, on l'a vu, forcément, on a ouvert les vannes financières, et c'était plus que jamais nécessaire, je crois, de venir en aide sur le moment à des gens qui étaient en galère, des entreprises qui ont dû arrêter. Mais on le savait depuis le début que ceci allait avoir un prix, un coût. Et en réalité, on nous fait croire que c'est maintenant la fin du quoi qu'il en coûte, mais en réalité, on commence déjà à nous faire payer collectivement cette crise, à nous la faire payer de plein de manières différentes. Il y a des choses dont on parle assez peu, par exemple, vous pouvez regarder, tous ceux qui sont salariés, vous payez un tout petit impôt qui s'appelle la CRDS. Ben, ce taux d'imposition qui est tout petit, mais qui fait quand même plusieurs centaines d'euros par an, en réalité, cet impôt, par exemple, vous le payez pour rembourser la dette. Et donc, on nous demande de rembourser la dette. Il devait prendre fin, cet impôt, il a été prolongé de 10 ans, par exemple. C'est un des nombreux exemples que je peux vous montrer. Et Anne-Laure, il reviendra plus largement sur les stratégies du gouvernement pour essayer de nous faire payer cette crise. Cette crise, je vous le disais, en même temps, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Quand on regarde ce qui s'est passé cette année, et c'est aussi comme ça qu'on a, nous, lancé cette campagne pour taxer ceux qui ont profité de la crise, et en reprenant aussi une grande partie du combat qui est celui d'Attac. Cette crise, bon, pendant qu'on passait les 10 millions de pauvres en France, on a les milliardaires qui ont augmenté leur fortune de 30%. 30% en un an. Imaginez seulement si le SMIC, salaire minimum, avait augmenté à la même vitesse en un an. Ce serait 370 € en plus dans vos poches, dans la poche de tous les smicards.
si ça avait été augmenté à la même vitesse. Pareil, du côté des entreprises et des multinationales, 51 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires. Un chiffre record d'ailleurs dans les années qui ont passé et qui démontre finalement la pas si mauvaise santé de ces grandes entreprises multinationales. Il faut croire en tout cas que quand il s'agit de verser de l'argent à leurs actionnaires, elles trouvent des recettes financières. Et puis même quand on continue la liste, quand on regarde, vous avez peut-être vu, c'est une des actualités de l'été, les PDG du CAC 40 ont vu leur salaire augmenter pour toucher en moyenne, tenez-vous bien, 5,3 millions d'euros. 5,3 millions d'euros, c'est plusieurs années de vie au SMIC. On ne se rend même pas compte à quel point c'est déconnecté. Ouais, plusieurs vies au SMIC. Et on ne se rend pas compte à quel point tout ça est déconnecté de la réalité. Donc on a d'un côté une crise qui a bénéficié à certains. De l'autre, le gouvernement qui commence déjà à essayer de nous faire payer cette crise. Et puis enfin, on a les mêmes pratiques qui continuent encore et encore d'évasion fiscale dans les paradis fiscaux, avec des grandes entreprises ou les plus grandes fortunes qui se jouent des règles fiscales internationales pour ne pas payer leur juste part d'impôts. Et donc, dans ce contexte-là, la question à se poser, elle est assez simple. Elle est soit on continue à couper dans les services publics et dans la protection sociale, soit on trouve des recettes pour venir en aide à ceux qui sont le plus fragiles dans cette crise. Et donc, à qui on va demander de payer la facture? C'est la question centrale qu'on va se poser aujourd'hui. Et vous allez voir, grâce aux collègues qui sont à côté de moi, que des solutions, on en a plein, que des recettes et des ressources, on en a plein, pour éviter que ce soit les plus pauvres, une fois de plus, qui payent la facture de cette crise. Alors, je ne vais pas être plus longue en introduction et je vais donner la parole pour commencer à Raphaël. Donc, je disais Raphaël Prado, porte-parole d'Attaque, notamment pour présenter des mesures exceptionnelles qui pourraient être faites. On se souvient, Emmanuel Macron, il nous avait dit « nous sommes en guerre ». Bon, on n'aime pas trop ce terme, mais s'il pense qu'il est en guerre, pourquoi ne pas prendre des mesures qui ont pu être prises dans le passé en temps de guerre, que ce soit une taxe exceptionnelle sur les profits de guerre en 1916 ou une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes en 1945. Et donc, l'enjeu, c'est comment on fait pour taxer ceux qui se sont le plus enrichis, qui ont profité de cette crise. Peut-être auras-tu l'occasion aussi de revenir sur les actions que vous avez organisées dans le cadre de cette campagne. D'ailleurs, n'hésitez pas à les soutenir largement et à participer aux actions qu'ils organisent dans la matière. À toi, Raphaël. Merci. Alors, je ne vais pas revenir sur le constat que tu viens de dresser, mais quand même juste, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Le Monde cette semaine, il y avait un article qui était magnifique, qui rendait compte de l'université d'été du MEDEF, où d'ailleurs il y avait beaucoup plus de médias qu'ici, et qui disait Bruno Le Maire et Geoffroy Roux de Bézieux sont à l'unisson. Et sur quoi ils sont à l'unisson? Ils sont d'accord sur une chose, c'est pour dire effectivement, là, ce qui est vraiment prioritaire maintenant, c'est de réformer les allocations chômage et de faire payer la crise aux chômeurs et de faire des économies sur le dos des chômeurs. Et c'est vrai que l'agenda, il est très clair du gouvernement. Tu l'as dit, mais je reviens un petit peu dessus, c'est qu'après ce quoi qu'il en coûte, on nous dit « Ah oui, mais ça a creusé la dette, et cette dette, il va falloir la rembourser. » Et Bruno Le Maire, systématiquement, quand on lui demande « Mais du coup, vous allez augmenter les impôts ?» Il dit non, on ne va pas augmenter les impôts. Alors tu l'as dit, en réalité, ils ont prolongé cette CRDS qui est une forme... Moi, il est éteint. Est-ce que c'est mieux comme ça? Super. J'ai bien fait de le jeter. On ne sait pas si c'est le tien, on ne saura pas si c'est le tien. Tu n'es pas coupable, Raphaël. Il est en mode avion, je suis pour rien. Merci d'être intervenu. J'espère que pour le confort de tous, ça ira. Désolé, ouais. J'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Que Bruno Le Maire. Oui. Donc cette CRDS dont tu as parlé, c'est une forme finalement d'augmentation d'impôts déguisés, mais c'est vrai que le gouvernement dit toujours on ne va pas augmenter les impôts, et ça part d'un principe, c'est que ce qu'ils ont compris de la crise des Gilets jaunes, c'est qu'il y avait ce qu'ils font seulement d'avoir compris, parce que eux, ils ont bien vu les réponses au grand débat qu'ils ont provoqué, c'est qu'ils font seulement qu'en France, il y a un ras-le-bol fiscal et que les Français ne veulent plus, en ont marre des impôts, alors qu'ils ne se sont pas rendus compte que toutes les études d'opinion montrent qu'il y a un ras-le-bol de l'injustice fiscale. Et donc eux, ils disent ah ben non, en fait, les Français ne sont pas prêts à augmenter les impôts.
Et en réalité, ce sur quoi ils ne veulent pas revenir, ce sont les baisses d'impôts massives qui ont été accordées depuis le début du gouvernement, mais pas à tout le monde. Vous avez effectivement la suppression de l'ISF, vous avez le fait qu'on ait, alors c'est un peu moins connu, un peu plus complexe, mais avant, les revenus financiers qui sont les plus inégalement répartis étaient taxés de façon progressive, comme avec le barème de l'impôt sur le revenu. Et puis il y a eu cette flat tax ou prélèvement forfaitaire unique qui fait qu'aujourd'hui, les revenus financiers sont taxés à 30%, que vous soyez riche ou pauvre, que vous gagnez des milliards de revenus financiers, vous allez être taxé au même taux. Donc évidemment, quelles conséquences ça a eu? C'était, et là même l'INSEE le montre, hein, ça a été d'augmenter les inégalités fortement. Ça n'a pas eu de ruissellement attendu, il n'y a pas eu de création d'emplois, il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu d'effet concret sur l'économie. Le seul effet qu'il y a eu, c'est d'augmenter les dividendes au profit des actionnaires. Et puis, on parlait des entreprises. Bon, non seulement, Quentin y reviendra, rien n'a été fait pour lutter contre l'évasion fiscale, mais en plus, on a baissé le taux d'impôt sur les sociétés et on a baissé les impôts de production. Donc, le gouvernement est dans sa logique libérale. On supprime des prélèvements. Alors, vous remarquerez qu'on supprime les prélèvements qui concernent les entreprises et ceux qui sont progressifs, mais que, par exemple, rappelez-vous de la crise des Gilets jaunes, on essaye d'augmenter les impôts sur la consommation qui, eux, sont injustes parce qu'ils représentent une part plus importante du revenu des pauvres que du revenu des riches. Et donc on nous dit, puisqu'on ne va pas augmenter les impôts, la seule solution, c'est ce qu'ils appellent des réformes structurelles, et qu'il y a un mot barbare pour dire qu'en réalité, on va casser encore un peu plus la protection sociale. Aujourd'hui, les allocations chômage, hier, les APL, et puis demain, on nous promet une réforme des retraites. Je ne développe pas, c'est notamment ce qu'il y a dans le rapport de la commission Arthuis. Alors nous, ce qu'on nous disons, effectivement, à partir du constat qu'a dressé Manon, c'est que peut-être que ce n'est pas logique, alors que dans cette période, la pauvreté a explosé, alors que le chômage augmente, alors que les inégalités augmentent, et qu'on voit que les ultra-riches se sont gavés, il n'y a pas d'autre mot, pendant la crise. Bernard Arnault, ce pauvre Bernard Arnault, a gagné 62 milliards d'euros entre mars 2020 et mars 2021. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques petits déboires ces derniers temps, parce que la Chine a annoncé qu'il voulait taxer les hauts revenus, et tout de suite, la bourse s'est enflammée et les cours des entreprises de luxe a baissé. Mais on a vraiment ce décalage total entre des riches, et notamment des ultra-riches, parce que c'est vrai que quand on dit taxer les riches, c'est qui les riches? Bon, là, moi, je parle bien des ultra-riches, ces milliardaires qui sont en fait les principaux actionnaires des grandes entreprises. Ces ultra-riches, ce sont déjà les grands gagnants du quinquennat avec les réformes fiscales dont j'ai parlé, mais en plus, ils se sont gavés encore plus pendant la crise. Et maintenant, on viendrait nous dire, écoutez, on a dépensé sans compter pendant la crise, et maintenant il va falloir rembourser la dette, il va falloir se serrer la ceinture. Donc nous, ce que nous prétendons, et nous sommes loin d'être les seuls à porter ça, et d'ailleurs on te remercie Manon de le porter aussi au Parlement européen, c'est de dire, mais en fait peut-être que ça serait plus logique déjà de faire en sorte que chacun paye sa juste part d'impôt, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, mais tout simplement de dire, puisqu'il y en a dont la fortune s'est fortement accrue pendant la crise, pourquoi ne pas aller les prélever? Puisqu'il y a des multinationales qui se sont fortement enrichies pendant la crise, pourquoi ne pas les prélever? Comme tu l'as dit, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Évidemment qu'il y a un certain nombre de petites entreprises qui, déjà en temps normal, payent plus d'impôts que les grandes entreprises en proportion de leurs revenus, parce qu'eux ne pratiquent pas l'évasion fiscale. Mais on sait très bien qu'il y a eu un certain nombre de commerces pour qui ça a été dramatique, cette période. Mais dans le même temps, est-ce que c'est la crise pour Amazon? Est-ce que c'est la crise pour Netflix? Est-ce que c'est la crise pour un certain nombre d'entreprises? Non, au contraire, on a vu que les profits avaient augmenté. On a vu, tu l'as dit, que les dividendes du CAC 40 atteignent des sommets historiques. Et je rappelle que tout ça, ça s'est fait alors même que ces entreprises bénéficiaient d'aides publiques massives, et notamment de chômage partiel. Donc, finalement, c'est comme si les entreprises avaient récupéré de l'argent public, qu'elles avaient continué à licencier. Alors, je sais bien, hein, évidemment, le chômage partiel, ça a permis d'éviter que le chômage augmente plus que ce qu'il aurait augmenté sans ça. Ce n'est pas une critique du chômage partiel en tant que tel, hein. Mais en tout cas, on verse des aides publiques aux entreprises, elles continuent à licencier, elles versent des dividendes records, mais il ne serait pas question qu'elles payent plus d'impôts, et au contraire, on baisse leur impôt sur les sociétés. Je veux dire, je ne comprends même pas comment ils vont pouvoir défendre ça dans le débat public, et je souhaite bon courage à Emmanuel Macron pour cette campagne de se débarrasser de son étiquette de président des riches et de président du CAC 40 aussi, qu'il a bien cherché à avoir et qui est tout à fait justifié. Alors, je vais venir sur les propositions. Alors nous, face à cette situation exceptionnelle, on a des propositions qui correspondent à la période exceptionnelle, mais je vais y revenir, ça n'est pas suffisant, il faut aussi l'articuler à une réforme bien plus globale de la fiscalité. Ces mesures exceptionnelles, c'est la suite logique de ce que je viens de dire. Il y a des multinationales qui ont fait des bénéfices exceptionnels pendant la crise, il s'agit de les taxer.
Et d'ailleurs, vous aviez proposé une proposition de loi dans ce sens au Parlement français qui, bien sûr, n'a pas été acceptée par la majorité. Quelle Et surprise! c'est une grande surprise. Pourtant, on avait des bons arguments, mais bon, ça n'a pas réussi à les convaincre. Il va peut-être falloir les dégager, du coup, je ne sais pas, ça peut être une hypothèse. Donc, une taxe sur les bénéfices exceptionnels. Vous regardez les bénéfices qui ont été faits avant la crise, vous regardez les bénéfices qui ont été faits pendant la crise. S'il y a des bénéfices exceptionnels qui ont été faits, vous les taxez. C'est exactement ce qui avait été fait à la fin de la guerre de 14-18. Tu en parlais tout à l'heure avec cette taxe sur les profiteurs de la guerre. Pour les plus riches, nous, ce qu'on propose, c'est une contribution exceptionnelle. Par exemple, sur les 1% les plus riches, on leur prend une partie de leur patrimoine. Alors, je ne vais pas faire de proposition précise maintenant sur quel taux, etc. On peut en débattre. Il y a différentes propositions dans le débat public. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, si on leur prend 1-2% de leur fortune, ils seront encore très, très riches. Rassurez-vous, tout ira bien pour eux. Mais ça, ce sont des mesures qui visent à faire face à la situation exceptionnelle. Mais ça, évidemment, on ne va pas se satisfaire de ça. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une réforme bien plus en profondeur de la fiscalité. Alors pour faire simple, c'est faire l'inverse de ce que fait Macron. Pour rentrer dans le détail, il s'agit donc de renforcer la progressivité de l'impôt. Alors, tu as dit que j'étais pédago, donc je vais juste faire un petit rappel. Les impôts progressifs, ce sont ceux comme l'impôt sur le revenu, où plus vous êtes riche, plus vous payez d'impôts en proportion. C'est-à-dire, notamment l'impôt sur le revenu, on a des tranches qui fait qu'en réalité, plus vous êtes riche, plus vous payez d'impôts en proportion de votre revenu. Et à côté de ça, vous avez des impôts qui sont proportionnels. Que fait le gouvernement? Il augmente les impôts, ou il cherche à augmenter les impôts, notamment sur la consommation. Alors, petit rappel, la TVA, c'est un impôt où les impôts, par exemple, sur l'essence, qui avait donné naissance au mouvement des Gilets jaunes, ce sont des impôts qui sont proportionnels, mais sur votre consommation. Or, plus vous êtes riche, plus il y a une part de votre revenu que vous ne consommez pas, que vous épargnez. Donc, plus vous êtes riche, moins vous payez de TVA en proportion de votre revenu. Tendanciellement, ce sont ces impôts qui augmentent. Nous, on dit qu'il faut faire l'inverse. Il faut au contraire réduire la part de la TVA, par exemple. Alors, en même temps, on peut augmenter la TVA sur les produits de luxe. Nous, on n'a aucun problème pour dissuader les ultra-riches d'avoir des consommations qui, par ailleurs, détruisent la planète. Tu veux dire que le petit yacht, faudra qu'il soit taxé davantage? Par exemple, j'ai vu que tu avais fait des vacances touristiques à Bonifacio C'est là d'où vient ma famille, oui. Je vous parlerai à un autre moment des yachts. Donc voilà, il faut baisser la part de la TVA, même si je reviens là-dessus, on peut tout à fait imaginer des taux de TVA différents selon si c'est des produits de première nécessité, on ne serait pas contre une TVA à 0%, et si c'est des produits de luxe, au contraire, on pense que la fiscalité, c'est aussi une manière d'inciter cette consommation totalement ostentatoire qui permet aux riches de montrer qu'ils sont riches, mais qui saccage la planète. Et dans le même temps, il faut au contraire augmenter la progressivité de l'impôt. Ça veut dire augmenter la progressivité de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire créer des nouvelles tranches supérieures. Je vous rappelle que Macron, il a dit « Ah oui, je vous ai compris, les gilets jaunes, je vais baisser l'impôt sur le revenu. » Ça prouve que tu n'as rien compris à ce qui était porté, parce que justement, quand tu baisses l'impôt sur le revenu, tu baisses l'impôt des riches et pas des pauvres. Il faut également rétablir la progressivité de l'impôt sur les revenus financiers, donc supprimer cette flat tax. Et il faut aussi faire en sorte de rétablir un impôt de solidarité sur la fortune. Alors, souvent, on a retenu des revendications portées dans la période, uniquement la revendication de l'ISF, et du coup, nos adversaires ont beau jeu de dire oui, mais en fait, c'est une mesure symbolique, ça ne réglera pas tous les problèmes. On est bien d'accord, ça ne suffit pas à régler le problème, mais quand même, rétablissons un impôt sur la fortune, et nous, on propose même de le rénover, de le rendre plus progressif, et on pense qu'on pourrait récupérer comme ça 10 milliards par an, c'est-à-dire à peu près le double de ce qui rapportait avant. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est de supprimer un certain nombre de niches fiscales qui sont inutiles. Vous avez plein de niches fiscales en France qui, en réalité, sont une manière pour les plus riches de réduire leurs impôts de manière légale. Tu parleras après de l'évasion fiscale, mais là, les niches fiscales, vous investissez dans je ne sais quoi, et bien, il y a une niche qui correspond à ça. Vous payez moins d'impôts. Je ne sais pas votre fiche d'imposition aux uns et aux autres, mais effectivement, moi, je ne regarde pas à la fin de l'année avec mon salaire de prof comment je vais faire pour payer un peu moins d'impôts. Par contre, c'est sûr que si vous êtes au hasard Bernard Arnault, vous avez intérêt effectivement à utiliser ces mécanismes. Il vous le dit pas, mais en fait, il a quelques petits avoirs en Suisse et au Luxembourg. Donc voilà, alors après je ne développe pas les arguments sur lutter contre l'évasion fiscale, tu le feras, mais juste un mot, le taux d'impôt sur les sociétés, qui je rappelle taxe les profits des entreprises, donc si l'entreprise ne fait pas de profit, elle ne paye pas d'impôt sur les sociétés, n'a fait que diminuer ces dernières années, et c'est pas, tu l'expliqueras, c'est pas la réforme en cours qui va régler le problème. Donc non seulement on baisse le taux d'imposition sur les sociétés, mais en plus les entreprises se débrouillent pour ne pas en payer, par exemple Amazon ou Google qui ont payé 0 € d'impôt sur les sociétés dans toute l'Union européenne l'an dernier.
fermer parce qu'ils délocalisent leurs profits dans les paradis fiscaux. Donc ça, c'est plus possible. Et je vais finir juste, si tu me laisses encore 2 minutes. Bon, alors 1 heure, alors, pas de problème. Je vais finir juste par dire un mot des campagnes qu'on mène. On a donc mené une campagne ces derniers temps contre les profiteurs de la crise, et vous avez peut-être entendu parler de l'action qu'on a menée à la Samaritaine à la fin de l'année dernière, au début du mois de juillet. Bon, visiblement, vous en avez entendu parler. On remercie les Anne Hidalgo, les Valérie Pécresse, les Alexandre Benalla qui se sont offusqués. Et j'en profite pour une petite pique quand même, mais quand vous êtes plus inquiet pour la santé d'une vitrine que pour la santé des Français, et si vous êtes plus choqué par de la gouache sur une vitrine que par l'enrichissement indécent des milliardaires, je pense que vous ne pouvez pas vous définir de gauche. C'est, je pense, une bonne définition de départ. Donc on allait mettre un petit peu de gouache. D'accord. Donc alors notamment avec Quentin, on avait publié une note pour expliquer comment les multinationales, comment les milliardaires s'étaient enrichis de façon indécente pendant la crise. Et on a voulu aller faire une action symbolique devant le plus riche et en plus celui qui s'est le plus enrichi, la Samaritaine. Et juste en face, il y a le siège de Louis Vuitton. Et on est allé déployer des banderoles et mettre un petit peu de gouache sur la peinture, sur la vitrine. C'est une action qu'on a fait à plein d'endroits différents, sauf que là, ça a entraîné des cris d'orfraie de toutes les personnes, comme je viens d'expliquer, qui trouvent quand même que on ne peut pas s'attaquer à Bernard Arnault et surtout pas mettre un petit peu de peinture, c'est quand même très très violent. Donc voilà, on a eu droit à, par exemple, Le Figaro qui organise un sondage, faut-il dissoudre Attaque? Voilà, pour vous donner une idée de l'ordre de réaction que ça a donné. Moi, j'avoue que l'expression de bloc bourgeois, je l'utilisais pas jusque-là, mais là, on l'a vraiment eu face à nous, quoi. On a compris effectivement qu'on avait des gens qui nous disaient il est absolument impossible de s'attaquer à Bernard Arnault, notre grand parrain à tous, même s'il pratique l'évasion fiscale, même s'il se gave, même s'il s'est enrichi, même s'il verse des dividendes, même si LVMH a licencié l'an dernier. Surtout, ne touchez pas à LVMH. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de retours des médias lorsqu'on a publié cette note. Donc, on faisait une analyse chiffrée, posée sur des faits, mais que par contre, il y a eu pas mal d'attention quand il y a eu une vitrine au destin brisé. Voilà, ça en dit aussi beaucoup sur l'époque. Pour ceux qui seraient choqués par ce mode d'action, je précise que la gouache est une peinture qui s'enlève très facilement et que 10 minutes après notre départ, la Samaritaine était aussi propre que quand nous étions arrivés, hein, je le précise quand même. Mais c'est important ce que tu dis parce que nous, ça nous conforte vraiment dans cette idée qu'il faut articuler les productions de fond, tout le travail qu'on fait de pédagogie à des actions chocs comme ça qui permettent en fait à ces arguments d'arriver sur le devant de la scène alors qu'effectivement, quand on a publié la note, on n'a pas eu droit à toute cette attention médiatique, quoi. Alors je dis juste un petit mot parce qu'on va poursuivre cette campagne en la faisant évoluer un petit peu à la rentrée et on vous donne rendez-vous, on vous invite à vous rapprocher d'Attaque pour participer avec nous parce que je pense qu'on va bien s'amuser en plus. On se dit que c'est quand même pas normal que, comme je viens de l'expliquer, les grandes entreprises soient celles qui payent le moins d'impôts et pratiquent l'évasion fiscale, mais je veux pas trop dire à ta place, et qu'en même temps le gouvernement ne fasse rien et préfère aller chercher l'argent dans les poches des chômeurs, mais ne fasse rien pour aller chercher l'argent dans les grandes entreprises. Donc on va se mettre à la place du gouvernement, on va aller prélever à la source les multinationales qui échappent à l'impôt, on va aller leur confisquer quelques biens symboliques, et nous irons les amener au centre de finances publiques les plus proches pour essayer de faire en sorte que dans cette campagne, un petit peu quand on a fait l'action à la Samaritaine, qu'il y ait des moments où on ne parle pas que des thèmes dictés par l'extrême droite et par les médias d'extrême droite, mais qu'on parle aussi des thèmes qui nous semblent les plus importants, et notamment celui-là, vous l'avez compris, ne pas faire payer la crise aux plus précaires, mais bien à ceux qui se sont gavés pendant la crise. Merci beaucoup, Raphaël. Quelque chose me dit qu'on risque de se retrouver peut-être de nouveau en garde à vue, mais qu'en tout cas, on sera ravis de continuer à accompagner les actions d'Attaque en la matière qui sont indispensables pour faire vivre ce débat. Et je comprends ta frustration, Quentin. Parfois, on passe des heures et des heures à écrire les rapports les plus précis. Et puis, il suffit d'une polémique à la con, j'ai envie de dire, quand il s'agit de gouache, pour finalement avoir un débat sur le sujet, timidement d'ailleurs, parce que le débat, il était posé dans des termes offensifs vis-à-vis d'Attaque et pas tellement sur la nature, sur le fond, de finalement, est-ce que ces plus riches doivent être mis à contribution, qui est normalement même un débat démocratique que nous devrions avoir collectivement quand on fait ce choix de société, de savoir qui contribue à l'effort collectif. Et nous pensons qu'on doit contribuer à hauteur de ses moyens. Et en parlant de contribuer à hauteur de ses moyens, bon, il y a la possibilité de taxer
celles et ceux qui se sont particulièrement enrichis, sauf qu'il y a une difficulté, c'est que ceux-là sont souvent ceux qui sont aussi dans les paradis fiscaux. Et donc, il faut aussi réussir à résoudre cette équation difficile qui est la présence de ces ultra-riches, de ces multinationales, LVMH comme Bernard Arnault, si on reste sur cet exemple-là, dans les paradis fiscaux qui font que souvent, ils ne payent pas leur juste part d'impôts. C'est un exemple que je prends souvent. Amazon et Starbucks ont des filiales dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas le cas de leurs concurrents directs, votre librairie du coin, votre bar du coin. Et donc, comment on fait pour aller les attraper ? Vous avez peut-être entendu parler ces dernières semaines, juste avant l'été, de Bruno Le Maire qui nous a dit « Youpla boum, on a réussi, c'est la fin des paradis fiscaux, parce qu'on va mettre en place notamment un taux minimum d'imposition et enfin, on va réussir à taxer à leur juste valeur les grandes entreprises. » Bon, déjà, on l'avait déjà entendu quelques années avant quand on travaillait ensemble avec Quentin, mais on va voir qu'en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. À toi, Quentin, dis-nous comment on va récupérer l'argent dans les poches des évadés fiscaux. C'est un beau programme. Merci pour l'invitation, Manon. Déjà, je suis ravi d'être ici. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, la question de faire payer la crise aux évadés fiscaux, c'est d'abord une question de justice, et on l'a déjà dit, hein. On a un choix politique entre aller chercher l'argent dans la poche des personnes en situation de précarité, des chômeurs, des retraités, ou aller chercher l'argent de ceux qui se soustraient à la solidarité. Et comme dirait l'autre, la question elle est vite répondue sur ce qu'on pourrait faire, en tout cas en termes de vision politique. Et puis après, c'est aussi une question de bon sens et une réponse systémique, parce que si on veut financer ce monde d'après qu'on appelle de nos voeux, si on veut financer un monde plus juste, un monde plus écologique, plus vert, il faut des hôpitaux en plus, il faut des personnels soignants en plus, il faut des profs en plus, il faut des classes en plus, il faut des investissements dans la transition écologique, et ça coûte de l'argent. Ça coûte même un pognon de dingue. Mais ça tombe bien, parce que l'évasion fiscale, ça coûte aussi un pognon de dingue. Si on prend une estimation, alors les estimations en matière d'évasion fiscale, c'est toujours compliqué, parce que par construction, chiffrer ce qui est caché, c'est complexe. Mais une fourchette basse qui a été réalisée notamment par les syndicats des impôts, c'était 80 milliards d'euros par an de manque à gagner avec la fraude et l'évasion fiscale. Alors la fraude, c'est ceux qui ne déclarent pas les revenus qu'ils gagnent. Et donc ça, c'est totalement illégal selon les règles actuelles, mais encore faut-il du personnel pour pouvoir suivre. Et si on écoute notamment les syndicats des finances publiques, ils nous disent et ils nous répètent depuis des années, attention, en coupant les moyens, ça fait moins de personnel pour pouvoir contrôler, ça fait moins de personnel pour pouvoir suivre. Et dans ce cas-là, on est beaucoup plus obligé de survoler certains dossiers. Donc il y a un enjeu de personnel pour s'attaquer à la fraude fiscale, mais il y a surtout un enjeu de s'attaquer à l'évasion fiscale. Alors l'évasion fiscale, c'est légal. D'ailleurs, à chaque scandale d'évasion fiscale, si vous êtes attentif, la première réaction que vous allez avoir d'une entreprise, et on en a lu des dizaines, des quinzaines, des centaines avec Manon, c'est « nous payons nos impôts dans tous les pays selon les normes en vigueur ». Circuler, il n'y a rien à voir. Sous-entendu, c'est légal. Le problème, c'est qu'on fait face à des règles fiscales qui sont totalement obsolètes. Et on a des entreprises, notamment, mais aussi des riches particuliers, qui mettent en place des montages fiscaux qui sont certes légaux, mais qui n'ont aucune réalité économique, dans le seul but, dans le but principal, d'échapper à l'impôt. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un cours de fiscalité des entreprises, je pense que ça emmerderait tout le monde, mais si vous devez retenir un truc sur comment ça se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible pour une entreprise de choisir où est-ce qu'elle enregistre ses bénéfices et d'enregistrer ses bénéfices dans des endroits où il n'y a aucune activité économique réelle. Alors dans les faits, ça veut dire que c'est possible pour des entreprises de délocaliser leurs profits dans des paradis fiscaux et donc de ne pas y payer d'impôts. Cette tendance-là, on ne parle pas d'un phénomène, d'un épiphénomène, elle est majeure. Un économiste comme Gabriel Zucman, par exemple, chiffrait à 40% des bénéfices réalisés à l'étranger par les multinationales qui sont délocalisés dans les paradis fiscaux. Et si on regarde par exemple pour la France perd un quart de ses recettes d'impôts sur les sociétés parce que les multinationales, et j'insiste, multinationales, délocalisent dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas la PME du coin qui fait ça. C'est pas la PME du coin. Il faut une ingénierie fiscale, il faut une structure fiscale, il faut être un groupe de sociétés, il faut avoir plus d'une filiale. Donc votre boulanger, il n'a pas 60 filiales enregistrées dans les paradis fiscaux, c'est plutôt la multinationale. Et donc ça crée non seulement des acteurs qui se soustraient à la solidarité nationale, ça crée une inéquité avec les petits commerces à côté de chez nous, et c'est un manque à gagner
pour les finances. Et l'impact indirect, et c'est un impact qu'on vit encore aujourd'hui, c'est que puisqu'on a des paradis fiscaux, des pays qui proposent des taux très très bas, voire des taux zéro, eh ben on a d'autres pays qui disent très bien, il faut qu'on rentre en concurrence. Du coup, moi je vais baisser mon impôt sur les sociétés. C'est ce qui s'est passé en France. Mais du coup, quand la France dit je vais baisser mon impôt sur les sociétés, bah, l'Allemagne dit la même chose. Puis après l'Angleterre dit la même chose. Puis les États-Unis disent la même chose. Puis l'Italie, puis l'Espagne. Et on rentre dans une dynamique. Et si on continue sur cette dynamique, après la guerre, allez, on va dire aux années 60, 70, 80, le taux d'impôt sur les sociétés, il était de l'ordre de 50%. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 25%. Et si on continue sur cette dynamique, on pourrait se retrouver d'ici 2050 avec des multinationales qui ne paient plus un seul euro d'impôt sur leurs bénéfices. Et ce n'est pas simplement un enjeu de justice de dire moi je paye des impôts, les multinationales doivent payer des impôts, c'est aussi que lorsque ces multinationales ne payent pas leur juste part d'impôts, et Raphaël l'expliquait très bien, et ben ça veut dire qu'on doit compenser. On doit compenser en augmentant d'autres impôts, et quand les multinationales on baisse leurs impôts, généralement c'est pas pour augmenter l'impôt des multinationales, d'autres impôts des multinationales, c'est pour augmenter la TVA, c'est pour augmenter la CSG, c'est pour augmenter des impôts sur vous et moi. Et donc il y a une véritable injustice fiscale par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que du coup, c'est un phénomène politique. C'est des règles qui sont complètement obsolètes. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Déjà, on le dit, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas normal de voir cette course au moins-disant fiscal. Ce n'est pas normal de voir les grandes entreprises, les multinationales, avoir recours aux paradis fiscaux de manière industrielle. Pendant longtemps, on n'a rien fait. On a assumé que c'était un effet collatéral de notre modèle économique et de dire la concurrence fiscale, c'est normal. Bon, alors certes, ça fait baisser les impôts des multinationales, mais bon, c'est une manière comme une autre de faire de la concurrence. Aujourd'hui, le discours, il a changé. Aujourd'hui, on n'accepte plus de dire l'évasion fiscale, c'est normal. Y compris d'ailleurs dans certains cercles qui, historiquement, disaient oh, c'est normal. Si, pendant le quinquennat, on reprend les déclarations de Bruno Le Maire, c'est des déclarations... on va dire on va s'attaquer à l'évasion fiscale, c'est insupportable. D'ailleurs, c'est très souvent les GAFA. C'est assez intéressant à voir parce que pour l'évasion fiscale, pour Bruno Le Maire, c'est plus les GAFA que les autres. Alors ça l'arrange un peu parce que ça met la lumière sur les entreprises américaines. Les entreprises françaises aussi font de l'évasion fiscale. Toutes les entreprises font de l'évasion fiscale parce que le problème, il est systémique. Et donc, si on veut passer d'une logique de discours aux actes, il faut des vraies réformes fiscales et notamment rebattre les règles internationales. Et donc, c'est ce qui a été mis sur la table il y a quelques années. Alors ça a été mis sur la table dans un forum qui a à cœur l'intérêt des populations, et notamment les populations du Sud. Ça s'appelle l'OCDE, qui représente les 34 pays riches. Mais bon, cette fois-ci, ils ont vu que c'était un peu abusé de faire les règles à 34, donc ils ont un peu ouvert le forum. Ils ont décidé de faire ça à 130, mais en retenant quand même une très grande partie des droits de vote. Donc cette réforme, elle porte un nom barbare qui s'appelle BEPS. Elle visait, en gros, il y avait deux piliers de réforme. La première, c'était de dire il faut qu'on taxe les entreprises là où elles ont une activité économique réelle, un vœu pieux de dire du coup l'endroit où vous devez être taxé, c'est l'endroit où vous avez des salariés, c'est l'endroit où vous avez des usines, c'est l'endroit où vous vendez des produits ou des services. Et le deuxième, c'est de dire il faut un taux d'impôt plancher minimum pour mettre fin à cette concurrence fiscale internationale. Je ne vais pas trop m'étendre sur la première partie de la réforme parce que ça a été plié assez rapidement. Les États-Unis ont dit non. La France a dit nous on veut surtout taxer les GAFA et les pays en développement ont dit nous on aimerait bien plus, mais il n'y a pas grand monde qui les a écoutés. Donc ça fait déjà 2-3 ans qu'on sait que cette partie de la réforme elle est pas forcément elle va pas forcément être transformationnelle. En revanche, sur l'impôt minimum, il y a eu un vrai débat qui s'est constitué et qui a duré dans le temps, y compris jusqu'à très récemment. Le principe de l'impôt minimum, c'est de dire si on enlève toutes vos déductions fiscales, toutes les niches dont vous profitez, il faut que vous payiez un impôt minimum. Donc tous les pays doivent mettre en place un taux, on appelle ça un taux effectif, un taux plancher, et vous ne pouvez pas payer moins que ça sur vos bénéfices. Et si vous, pays, au hasard, l'Irlande, vous refusez de le faire, totalement au hasard, il y a un autre pays qui va taxer à votre place. Et donc en fait, vous n'avez aucun intérêt à avoir un taux d'impôt très bas. C'est super intéressant en principe. Le problème, c'est qu'on a des rapports de force politiques qui ne sont pas du tout en notre faveur. Et ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est que du coup, il y a eu des compromis de moins en moins ambitieux. Et on se retrouve donc avec ce fameux taux d'imposition qui a été vanté par Bruno Le Maire, qui a fait cocorico. On a enfin mis fin à l'évasion fiscale. L'évasion fiscale des multinationales, c'est fini.
Alors effectivement, Sarkozy à l'époque avait déjà dit les paradis fiscaux, c'est fini, il faut faire attention avec ce genre d'effet d'annonce. On a 3 problèmes. Nous, on le dit et on le fera vraiment. Hein. On sera là pour vérifier. Je compte sur toi. Il y a 3 problèmes avec ce qui a été décidé au sein de l'OCDE et du coup validé par le G7 et le G20. Bon, premièrement, le taux, il est ridiculement bas. Donc, on a un taux à 15%. Finalement, c'est un taux qui n'est pas si éloigné du taux pratiqué par certains paradis fiscaux et ça encourage certains pays à baisser leurs impôts quand ils sont au-dessus. Et on a déjà eu des partis politiques dans certains pays, en Danemark et en Australie notamment, qui ont dit très bien, ils ont mis 15, nous on est autour de 25, pourquoi on ne baisse pas? Donc ça pose un premier problème. Deuxième, et à mon sens c'est le plus gros problème, c'est que ce taux, il y a de multiples exceptions. C'est comme si vous aviez un plancher et qu'il y avait une personne qui passait le lendemain et qui s'amusait à creuser des trous dans le plancher, mais des trous en mode gruyère. Et donc votre structure, elle commence à être extrêmement faible. Il y a une exonération, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui s'appelle une exonération de substance, qui va vous permettre, dès que vous avez des salariés ou des usines dans certains pays, de baisser en deçà de 15%. Et on a calculé à Oxfam que pour certaines entreprises, ça pourrait atteindre 2 à 3%. Donc on est vraiment très très loin du taux d'impôt minimum effectif qui mettait un terme à la concurrence fiscale. Et enfin, le troisième problème, c'est sur les recettes. On se pose la question effectivement de qui a le droit de capter ces recettes. Et évidemment, comme c'est une discussion qui a été faite au niveau de l'OCDE, les pays de l'OCDE se sont taillés la part du lion. Les pays du G7 devraient capter 60% des recettes de cet impôt. Donc c'est un impôt minimum qui va exacerber les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. Maintenant, je vous dis tout ça, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir un peu le rôle de la France là-dedans. Parce qu'on peut s'attendre, on peut être même certain que ça va être un des arguments de campagne de la majorité. En plus, ils vont avoir la présidence de l'Union européenne, donc ils vont évidemment en faire des caisses sur dire on a mis en place cet impôt minimum. Ce qu'il faut retenir, une partie de mon travail du coup, c'est d'aller très régulièrement à Bercy, c'est les moments que j'adore, voir les directeurs de cabinet et de faire un peu le point, notamment sur cette réforme. Et pendant les 3 premières années, on a eu des interlocuteurs en face qui nous disaient ah mais c'est génial comme réforme, on aimerait vraiment en faire un truc énorme, mais il y a Donald Trump en face, donc on ne peut pas mettre trop d'ambition, c'est pas réaliste. Et puis il y a eu une élection aux États-Unis et l'arrivée de Joe Biden. Alors je suis pas là pour analyser le programme de Joe Biden, c'est pas mon rôle. Il se trouve que au moment où il a été élu, il a dit très bien, nous on va se mettre dans cette réforme à fond et on propose un taux minimum à 21%. La première fois que Bruno Le Maire a été interrogé, je m'en rappelle très bien, j'étais en train de suivre en direct les débats à l'Assemblée nationale, il a dit, alors nous ça nous pose quand même problème parce que nous on soutenait 12,5%. Le taux de l'Irlande, oui, le taux de l'Irlande. Mais s'il arrive à convaincre tous les autres, pourquoi pas, on verra. Donc c'est un peu le baiser de la mort, parce qu'en gros, la France a dit, allez convaincre l'Irlande, allez convaincre les paradis fiscaux, si vous y arrivez, on ne s'y opposera pas. Mais comptez surtout pas sur nous pour mettre de l'ambition là-dedans. Et ce qui se passe, c'est que la France a préféré mettre toute son énergie dans l'autre part de la négociation pour dire, regardez, on taxe les GAFA, parce que les méchants, c'est les grosses entreprises américaines, plutôt qu'avoir une vraie réforme systémique. Et déjà, c'est un mauvais calcul, parce qu'on se retrouve avec 2 réformes qui ne sont pas au niveau, mais y compris financièrement, c'est un très mauvais calcul. Le taux à 21%, alors on pourrait débattre d'avoir beaucoup plus, mais il rapportait 16 milliards d'euros par an à la France. Le taux à 15%, il rapporterait 4 milliards sans l'exonération. Il devrait rapporter au moins 2 fois moins avec les exonérations. Ce que Bruno Le Maire a obtenu sur la taxe GAFA, ça devrait rapporter entre 500 millions et 900 millions. Donc on voit que même financièrement, au moment où on est en train de se poser la question de qui va payer la crise, le gouvernement s'est assis sur 12 milliards d'euros de recettes par an qui sont dans les paradis fiscaux. Donc on a un véritable problème de choix politique qui a été dicté par Bruno Le Maire. Voilà, je vais m'arrêter là. 1 minute d'avance en plus, c'est génial, ça laisse du temps pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Quentin, et je vais rajouter une anecdote qui est assez symptomatique d'espèce de double rôle que joue la France sans cesse, qui sans cesse s'approprie des choses et fait tout l'inverse en coulisses. Une autre anecdote assez similaire qui est sur un enjeu de lutte contre l'évasion fiscale qui s'appelle la transparence fiscale. On veut savoir ce que Google, Amazon, tous font dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et ça fait des années, quand j'étais à Oxfam, qu'on se battait pour cette mesure de transparence.
Alors moi, j'étais contente, j'étais élue au Parlement européen. Et on arrive dans la dernière ligne droite pour la négociation de cette mesure. Donc, je l'ai vu depuis le début avec ma casquette associative. J'arrive en tant que parlementaire. Je suis rapporteur pour mon groupe. Donc, rassurez-vous, on s'est battu jusqu'au bout. Et en fait, dans les négociations, le Conseil, qui représente les États membres qui sont en face de nous, défendent quand même des lignes rouges très dures, très fortes. En gros, je vous la fais court. Ils veulent une transparence fiscale à trous qui ne s'applique pas vraiment et on ne saura pas vraiment ce que font ces grandes entreprises multinationales dans les paradis fiscaux. Et en fait, on découvre, notamment à travers l'aide de journalistes, que le Conseil, donc les États de l'Union européenne, suivaient particulièrement la position de la France. Et que la France, elle, tirait sa position ni plus ni moins du MEDEF. En fait, il y avait un document de positionnement qui avait été écrit par le MEDEF. On va taire le nom de la personne du MEDEF qu'on a retrouvé dans les métadonnées du document PDF, mais qui a écrit ce document. Et Bercy, le ministère des Finances, a fait copier-coller, à tel point qu'ils n'ont même pas changé le nom de la personne qui a créé le document PDF. Et donc, quand on a une telle collusion des intérêts financiers, de certains grands lobbies, des grandes entreprises multinationales, tu m'étonnes qu'ils ne veulent pas savoir ce qu'on fait dans les paradis fiscaux. Tu m'étonnes que des grandes entreprises, les Total et tous les autres du CAC 40, ne veulent pas qu'on sache qu'ils délocalisent une grande partie de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Et donc, on voit la difficulté de l'obstacle qui est devant nous quand, au ministère des Finances et de l'Économie, on n'a ni plus ni moins que des représentants du CAC 40. Et pour finir cette anecdote, et ensuite laisser la parole à Anne-Laure, moi, ce qui m'a choquée, et c'était une des premières en plus négociations que je suivais vraiment d'un bout à l'autre, c'est assez rare vu le temps que ça prend, le parcours législatif. Au dernier moment, quand j'étais dans les négociations avec en face de moi le représentant des États membres, le Parlement et la Commission, vous savez, ça se passe tripartite, tout ça, ça se passe à huis clos. Alors, il y a quand même un paradoxe de négocier des mesures de transparence dans l'opacité la plus totale. Alors moi, j'avoue que j'ai un peu repris mes vieilles habitudes et techniques de plaidoyer en ONG. J'ai fait ce qu'on fait dans ces cas-là. J'ai fait un tweet. Un tweet pour dire, regardez, le Conseil, les États membres, ils continuent à suivre la position du MEDEF. Et vous savez quoi? Ils m'ont menacé de m'exclure des négociations parce que précisément, je révélais des négociations qui se déroulaient où les États membres étaient en train de suivre mot pour mot la position du MEDEF. Et cette histoire, anecdotique, parce que malheureusement des histoires comme ça, on en aurait plein à raconter, illustre le mur politique qu'il y a en face de nous pour lever et pour mener cette bataille contre les paradis fiscaux, parce qu'en plus la mesure dont je parle est une toute petite mesure, premier maillon de la chaîne, juste pour savoir ce qu'il se passe. Je ne vous parle même pas de l'étape d'après, de sanctionner ces entreprises et les paradis fiscaux. Et c'est, je pense, un autre exemple de la dualité du gouvernement et de la France et de Bruno Le Maire, qui vont crier sous tous les toits que oui, ils ont obtenu la transparence fiscale des multinationales, qu'on va savoir ce qui se passe enfin dans les paradis fiscaux, mais en réalité, dans les coulisses, on voit qu'ils font tout l'inverse. Soit dit en passant, c'est quand même aussi l'utilité d'avoir aussi des représentants au niveau européen, parce que ça, avant, on ne le savait pas forcément, on n'avait pas forcément les relais, et à défaut, pour le moment, de les avoir remplacés au ministère de l'Économie et des Finances, on peut aussi être des lanceurs d'alerte pour dire haut et fort à quel point ils trahissent leurs paroles publiques et à quel point ils sont ni plus ni moins que les pantins du MEDEF. Donc si je reprends notre petit fil de notre démonstration, on a une crise, certains se sont enrichis, d'autres ont perdu de l'argent. Grâce à Raphaël, on va aller récupérer l'argent de ceux qui se sont enrichis. Grâce à Quentin, on va aller récupérer l'argent de ceux qui sont allés dans les paradis fiscaux. Et grâce à Anne-Laure Delatte, qui est donc économiste, elle va nous dire comment, en plus de tout ça, on évite de revenir aux politiques d'austérité. Tu fais la moue, mais je sais que tu vas nous dire qu'on est capable d'éviter ça. Et qu'en réalité, on en parle assez peu et ça fait peu de bruit. Tu vas notamment évoquer un rapport qui a été commandé par le gouvernement, dont bizarrement, alors là, il n'y a pas eu un sondage du Figaro de est-ce que ce rapport, il faut le dissoudre ou non, hein. La question, c'est juste pour attaque, mais qui en réalité annonce un retour puissance XXL de l'austérité. Je te laisse la parole.
Merci Manon, je suis ravie d'être là. C'est ma 2e année et vraiment, en fait, c'est encore mieux que l'année dernière parce qu'une fois qu'on connaît un petit peu le lieu, les gens, et c'est parce que Quentin est là cette année, Raphaël était déjà là l'année dernière. Non, je suis ravie, merci beaucoup. Alors, je vais revenir, oui, en effet, vous parler du rapport Arthuis, mais avant, peut-être remettre ça un petit peu en contexte, en fait, cette histoire de fiscalité. D'abord, bravo d'être là, parce que fiscalité, c'est quand même pas hyper sexy comme thème. Et vous passez presque 2 heures à écouter des gens qui vont parler de ça. Or, c'est vraiment au cœur des rapports politiques. Et je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous en avez conscience et que tout commence là. En fait, il faut qu'on se batte pour récupérer de la justice sociale et de la justice fiscale, qu'on récupère des ressources, parce que c'est ça qui va nous permettre de financer le modèle de transition, de réduire les inégalités, de financer toute la politique publique dont on a besoin pour nous protéger face à ce qui est en train de venir, au mur climatique. Donc, du coup, la fiscalité, c'est... Moi, j'ai presque envie de vous applaudir même. Ouais. Non, mais bravo d'être là. Alors, le Covid, la pandémie, elle a amplifié des tas de tendances. Et vraiment, elle a amplifié le télétravail, elle a amplifié des choses qui existaient déjà. On le dit en permanence. Et ce que vient de nous raconter Raphaël sur cette accumulation de richesses chez les plus riches, cette augmentation des inégalités, en réalité, ça avait bien commencé avant, vous en êtes probablement conscient, mais les travaux historiques, notamment de Piketty et de tout le travail du Centre sur les inégalités, montrent que, en gros, les inégalités de capital et de revenus, elles baissent tout au début du XXe siècle. À partir du début du XXe siècle, on a un niveau d'inégalité complètement hallucinant par rapport aux États-Unis. Hein, on est complètement archaïque. Et en fait, on va baisser tout le long du XXe siècle. Donc, c'est plutôt très heureux. Et à partir des années 80, tout ça remonte. Alors, ça ne remonte pas comme c'était au niveau du début du XXe, hein, heureusement, parce que c'était vraiment complètement injuste. Mais on a cette augmentation des inégalités à la fois du capital, donc de patrimoine, et de revenus qui recommencent à partir du début des années 80. Donc, ce que le Covid fait là, c'est qu'il amplifie ça. Il est en train d'accélérer une tendance de long terme. Le problème français, c'est qu'on nous dit souvent qu'on a une fiscalité très lourde, qu'on taxe énormément les contribuables. Moi, je crois que le problème fiscal français, c'est plutôt qu'il a une progressivité très peu ambitieuse. En fait, si vous regardez, donc progressif, c'est ce que nous a expliqué Raphaël, c'est que plus je gagne, plus je paye d'impôts. Eh bien, en réalité, on a une progressivité assez faible, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous gagnez vraiment très peu d'argent, vous payez en proportion de votre revenu moins que si vous êtes dans la classe moyenne, certes. Mais alors ensuite, ça reste tout droit, c'est-à-dire que vous soyez dans les 30% ou dans les 70%, proportionnellement, vous allez payer à peu près la même chose, proportionnellement, hein, d'accord, en pourcentage du revenu. Mais là où c'est carrément scandaleux, et donc Piketty le montre, c'est que ça devient régressif à la pointe extrême des revenus. Donc il y a plein de travaux qui montrent ça. C'est probablement une des raisons pour lesquelles Biden est arrivé au pouvoir. En fait, on en prend conscience. Et c'est très important d'en prendre conscience. C'est pour ça que la fiscalité est si importante que ça. C'est qu'en fait, la vraie injustice, c'est que plus vous êtes riche, moins vous payez d'impôts, proportionnellement à votre revenu. Eh bien, le Covid, il a amplifié tout ça. Et une des raisons pour lesquelles tout ça arrive, en fait, Raphaël et Quentin viennent de le dire aussi, c'est que l'impôt sur le revenu, il a baissé progressivement. C'est toi, Quentin, qui nous a dit ça. En fait, il a baissé progressivement. Pourquoi ? Parce que la stratégie de la plupart des pays, ça a été, à cause de cette concurrence fiscale, de taxer ce qu'on appelle la base fiscale, enfin de taxer ce qu'on gagne immobile, de taxer tout ce qui est immobile, c'est-à-dire de taxer tout ce qui ne peut pas échapper à l'impôt. Concrètement, ça veut dire que dès que vous pouvez échapper à l'impôt, quand vous êtes une multinationale ou un haut patrimoine et que vous avez les avocats qu'il faut pour sortir votre argent de France, alors là,
en fait, vous êtes soumis à un impôt qui a baissé considérablement sur les 40 dernières années. Donc en gros, il y a eu un combat entre la base mobile et la base immobile. Et pas de chance, la plupart d'entre nous, j'imagine dans cette salle, avons une base immobile. En fait, on ne peut pas ne pas souscrire à cet impôt, on ne peut pas échapper à cet impôt. Donc c'est ça qui explique que la globalisation, et ça a été beaucoup documenté, la globalisation s'est accompagnée d'une baisse de l'impôt sur les revenus et d'une augmentation, par exemple, de la CSG. Parce que la CSG, alors là, c'est sur les salaires, hein, vous les déclarez, donc vous ne pouvez pas y échapper. Du coup, on a aujourd'hui, il me semble, maintenant qu'on a fait ce constat-là, qu'on a une vraie injustice fiscale qui mène à une injustice sociale, à des inégalités très élevées, on a deux urgences et deux raisons pour lesquelles il faut se battre pour récupérer, réformer la fiscalité. La première, on vient de la dire, c'est justice sociale. Et la deuxième, évidemment, c'est l'urgence climatique. Et là, le rapport du GIEC qui est tombé pendant les vacances, moi j'étais en vacances, j'avais pas envie de le lire. On a eu des vacances qui ont été, entre les inondations en Allemagne, les incendies partout. C'était l'enfer d'allumer la radio cet été. Et c'était l'enfer et ça va être de plus en plus l'enfer. Parce que ce que nous dit le GIEC, donc le groupe interdisciplinaire d'experts sur le climat, il me semble, c'est ça ? C'est pas interdisciplinaire, c'est intergouvernemental, bien sûr. Merci, intergouvernemental. Ce qu'il nous dit, c'est que même si on arrête aujourd'hui les émissions carbone, si on prenait les décisions radicales pour arriver à un monde neutre en carbone... Et déjà, on est mal barré pour ça. On l'a pas. On aurait 30 ans. De toute façon, là, on a 30 ans à venir d'événements extrêmes. La conclusion du GIEC, c'est qu'on a tellement accumulé de carbone dans l'atmosphère à cause de notre système de production jusqu'ici, et alors là, c'est absolument déprimant. Ça veut dire que là, on a 30 ans d'événements extrêmes. C'est-à-dire que les incendies, les inondations, tous les événements climatiques qu'on vient de voir là, on va les avoir régulièrement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir nous protéger contre ça. Non seulement, évidemment qu'il va falloir changer le modèle, on va devoir mettre en place une transition, mais là, de façon absolument urgente, moi, je veux un gouvernement qui me protège. Et qu'est-ce que ça veut dire, un gouvernement qui me protège ? Il ne baisse pas les dépenses publiques. Il ne va pas fermer des hôpitaux quand on a une pandémie qui est probablement liée à la biodiversité qui s'est abîmée, etc. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'argent, on a besoin de récupérer des ressources. Et alors, comment on fait ? Je rejoins les propositions de Raphaël. Alors, je voudrais juste, j'ai entendu une candidate aux élections, aux primaires vertes hier qui dit par ailleurs plein de choses hyper intéressantes, mais nous dire on va le financer avec la taxe sur les transactions financières. Ben non. La taxe sur les transactions financières, c'est peanuts, c'est rien. Ça ne rapporte rien. C'est-à-dire que c'est probablement très bien, mais d'abord, ça fait 15 ans qu'on essaye de la mettre en place, on n'y arrive pas. C'est probablement un beau projet, mais de toute façon, ça ne suffira pas. En fait, là, nous, on a fait une petite évaluation. En fait, on a fait des propositions qui s'appellent le TEDEM, avec il y a Lucas Chancel, Thomas Piketty et des politistes. Et on avait estimé combien nous rapporterait un impôt européen qui serait sur les patrimoines, donc au patrimoine, aux revenus, multinationales et taxes carbone. Ça rapporterait 4% du PIB. C'est énorme, en fait, 4% du PIB par an. Je vais juste vous dire... Tu peux donner une estimation peut-être en milliards pour que ça parle, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Eh bien, en fait, ce qu'on pourrait faire avec ça, la dette Covid, elle nous a coûté 20% de PIB, d'accord ? Un peu plus de 200 milliards. 20% de PIB, on nous dit, mais on n'arrivera jamais à la rembourser, il va falloir réduire les dépenses publiques. Je vais vous dire ce qu'on nous dit sur cette dette Covid. 20% de PIB, si on arrive à dégager 4% par an, on l'a remboursé en moins de 10 ans. On l'a remboursé en 6 ans, disons, parce que ce n'est pas exactement à chaque fois les mêmes pourcentages, etc. Mais bref, si on arrivait... Alors, c'est 4% de PIB si on arrive à taxer la base, qu'on n'arrive pour l'instant pas à taxer pour essentiellement des raisons politiques, mais aussi, évidemment, de l'évasion fiscale. Et donc, nous, les impôts qu'on met en avant, mais comme vient de le dire Raphaël, c'est
les hauts patrimoines, les hauts revenus et le bénéfice des multinationales. Et là, on récupère, je le répète, 4% de PIB. Et souvenez-vous, la dette Covid, c'est 20%. Donc en fait, on ne met pas 50 ans à la rembourser, cette dette, hein, si on arrive à faire ça. Alors, maintenant, tu m'as demandé de parler du contexte français et qu'est-ce qu'on nous prépare là-dedans. Bon, bah, malheureusement, on n'est pas exactement dans le même monde. Tu vas continuer à nous déprimer. Ouais, c'est un peu... Ouais, on me dit souvent ça. Et on appelle la science économique, on appelle la science de déprime, quoi, déprimante en fait. Donc ouais, c'est un peu ça. Bon, non mais il faut en être conscient et c'est après comme ça qu'on va se battre. Hein, c'est quand on est au courant des choses. Alors, le contexte français, ce qui serait intéressant, je vais essayer de revenir sur la séquence politique depuis la dernière fois qu'on a parlé ensemble en fait. Et ils nous ont fait plein de choses en un an. Et en gros, ça se fait disons qu'il y a 3 points importants. Ça commence en juillet, juillet 2020, quand Bruno Le Maire nous dit... Pardon, Bernard, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pu lui appeler Bernard. Ouais, voilà, c'est ça. Quand Bruno Le Maire nous dit non mais il va falloir rembourser cette dette. Juillet 2020, on est de toute façon encore en pleine pandémie aujourd'hui. Hein, donc en juillet 2020, on a les plaies complètement ouvertes, on est en train de compter nos morts. Non mais il faut rembourser la dette Covid. Et on va le faire en cantonnant la dette. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, l'idée, c'est d'isoler cette dette Covid. Donc on sait déjà que ça va nous coûter 20% de PIB. Donc en gros 200 milliards, je le fais à la louche. Et il nous dit, moi, pour rassurer mes créanciers, pour rassurer les marchés financiers, je prends ces 200 milliards, je les mets dans une caisse d'amortissement et je m'engage vis-à-vis d'eux à les rembourser en 20 ans. Il nous dit ça en juillet. Et ensuite, il y a plein de prises de parole régulières qui visent en permanence à rassurer les créanciers. Et là, il effectivement commande un rapport d'experts qui s'appelle le rapport Arthuis, puisque c'est Jean Arthuis qui le mène, Jean Arthuis ayant été le ministre des Finances de Alain Juppé. Je suis curieuse de savoir combien on a entendu parler dans la salle. Non, pas de Jean Arthuis, pardon, du rapport Arthuis. Du rapport Arthuis, ouais. Ouais, à peine quelques-uns. Et pourtant, vous allez voir qu'il a son importance. Alors c'est rigolo parce que on a déjeuné ensemble avec Manon et elle me dit il faut que tu leur parles du rapport Jean Arthuis. Enfin, on en avait déjà parlé avant pour préparer. Je lui dis oui, ils connaissent. Il dit mais non, ils connaissent pas. Enfin, dans le sens, la plupart des gens, la plupart des citoyens n'ont pas entendu parler de ce rapport. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est quand moi j'avais l'impression que tout le monde en avait entendu parler parce que j'ai travaillé 3 mois dessus, mais en effet, voilà. Alors on était assez fiers parce qu'on a sorti un document de travail à Sciences Po qui analyse ce rapport notamment et toutes les propositions qui ont été faites sur la dette publique par le gouvernement français. Ça s'appelle, je crois, examen critique des propositions sur la dette. C'est important que ça sorte à Sciences Po. Voilà, vous voyez, le côté institutionnel, c'est peut-être un peu plus pris au sérieux, ce qui est hyper dommage, mais voilà, c'était un peu une stratégie de publication. Et alors, le rapport Arthuis, eh bien, en fait, d'abord, cette commission Arthuis, des rapports d'expertise économique, il y en a des tas. C'est une stratégie politique qui est mise en place depuis très longtemps, et notamment, ça dira peut-être quelque chose aux plus anciens d'entre nous. Il y a eu un rapport RUEF sous De Gaulle en 1958. Il y aura le rapport Pébreau, par exemple, en 2005. Mais enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et ils servent à quoi ? Ils mettent en scène une pluralité d'opinions d'experts. Ils servent à apolitiser le débat, c'est-à-dire qu'on donne le problème à des experts, comme moi, hein, des économistes, et on fait semblant que... On aimerait bien qu'ils le donnent un peu plus souvent à toi plutôt qu'à d'autres économistes, d'ailleurs. Ouais, là, ils ne me l'ont pas donné. Là, c'est sûr que mon nom n'était pas dessus. Et donc, ça sert à apolitiser le débat et à légitimer une décision en la rendant... c'est une parole d'expert, c'est comme ça. En fait, regardez, il y avait 15 économistes autour de la table, ils ont tous eu le même diagnostic et on crée le consensus. On cherche l'adhésion des citoyens en sortant la décision du
politique, mais bon, sortez le politique par la porte, il revient par la fenêtre. Hein, donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et alors le rapport d'experts d'Arthuis, il a aussi contribué à faire un narratif, comme tous les rapports. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit, bon, on a un petit problème avec cette dette, et en réalité, en fait, le problème, c'est qu'on a dit aux Français depuis 20 ans ou 30 ans que la dette, c'était mal, qu'il y avait une bonne dette et une mauvaise dette, qu'il fallait absolument toujours rembourser sa dette, et qu'il n'y avait pas d'argent magique. Et là, tout d'un coup, on a ouvert les vannes. Donc, comment est-ce qu'on explique ça ? En fait, d'abord, comment est-ce qu'on explique ça ? Et il fait 2 recommandations qui sont intéressantes. La première, c'est de mettre en place des règles budgétaires dans la Constitution. En fait, on a déjà des engagements budgétaires, des règles sur les dépenses publiques. Au lieu de dire règles budgétaires, c'est beaucoup plus simple de le comprendre comme ça. Ce rapport d'experts nous dit, pour rembourser la dette, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, comme on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts, parce que comme tu nous le disais, en fait, les impôts, les Français sont contre, il y a un ras-le-bol fiscal, etc., ce qui n'est pas complètement vrai, on va restreindre les dépenses publiques. Et donc, notre recommandation, c'est d'inscrire dans la Constitution que nos dépenses publiques ne dépasseront pas nos recettes. C'est ce que font les Allemands. Enfin, c'est sacrément austéritaire. C'est la règle d'or, exactement. C'est extrêmement austéritaire et c'est stupide économiquement, puisque on veut avoir justement quelque chose on veut avoir... c'est stupide économiquement parce qu'il faut absolument avoir une souplesse quand on a une crise ou quand au contraire on va bien. D'accord ? Donc on ne peut pas inscrire comme ça de façon constitutionnelle. Et c'est terrible politiquement parce qu'encore une fois, on apolitise la question fiscale. Alors qu'on a dit au début que c'était au cœur du contrat social, mais là on dit, non mais quoi qu'il arrive, on ne dépensera pas plus que ce qu'on a comme recette. La deuxième recommandation qui est intéressante, c'est que on nous dit, le rapport Arthuis nous dit, ne cantonnons pas la dette, donc la proposition de Bruno Le Maire de juillet 2020, non, on n'a pas besoin de cantonner la dette, en fait c'est pas une mauvaise dette, contrairement aux dettes d'avant, donc là on nous fait un narratif, contrairement aux dettes d'avant qui étaient liées à une accumulation de déficits, là c'était pas de notre faute, ça nous est venu dessus. Donc, ne cantonnons pas, ne nous engageons pas comme ça, mais isolons-la. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire, comme on a promis de ne pas mettre d'impôts supplémentaires, en fait, si on cantonne, on est obligé de mettre une ressource fiscale en face, puisqu'on s'engage. Et comme on ne veut pas faire ça, on va faire un espèce de passe-passe, de magie de compta national, de compta public. Et là, ça va passer, en fait, au PLF 2022. On va créer un engagement de 140 milliards chaque année. Donc, vous voyez, ça correspond à peu près un petit peu moins aux 200 milliards qu'on doit. On va faire un engagement annuel de 140 milliards, mais qu'on renouvelle chaque année en disant, OK, on isole cette dette et on a le droit de dépenser... on met un engagement d'argent public en face de la dette qu'on a isolé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, premièrement, que l'engagement, il ne vaut pas grand-chose. Ça veut dire qu'on va redire chaque année, on va revenir sur ces 140 milliards. Mais surtout, ça va être une possibilité pour chaque gouvernement de dire, comme on a ces 140 milliards, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme on n'a pas de ressources fiscales en face, on fait une baisse des dépenses publiques. Et donc, pour conclure... ce genre de rapport, c'était assez intéressant à regarder parce qu'en fait, ça produit toujours le même genre de narratif et la même dramaturgie sur la dette. La dette, c'est un problème, mais comment on la rembourse ? En baissant les dépenses publiques, pas en augmentant les impôts des riches. Voilà, c'est vraiment la conclusion qu'il faut retenir. Au total, il me semble que ce qu'on a tous raconté, c'est qu'on avait besoin de protection, on a besoin de ces ressources fiscales et le gouvernement n'est pas en train de mettre ça en place, clairement. Il me semble que c'est une faute historique et que c'est une erreur vis-à-vis de ce qui est en train de se passer à l'étranger, notamment outre-Atlantique, où là, les choses sont en train de changer vraiment radicalement. Et en fait, on va prendre du retard.
Donc il ne faut pas qu'on prenne du retard, il faut probablement d'autres personnes aux manettes. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Laure. Ce que tu dis est hyper important et hyper intéressant parce que nous, on se bat au quotidien pour que on puisse faire du débat politique sur ces sujets. Et moi, je siège en commission des finances au Parlement européen. Et en fait, dans notre commission, pareil, on nous présente les choses comme des évidences et comme si on ne peut plus avoir de débat là-dessus. Et on revient à cette espèce de... Vous savez, ça avait un peu été théorisé par Thatcher, Tina, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Et donc, on nous présente l'économie, en fait, même on nous l'apprend, les médias nous le disent au quotidien, comme une évidence, ça fonctionne comme ça a toujours fonctionné comme ça et ça doit fonctionner comme ça. Et donc ce qu'on essaie de dessiner aujourd'hui, c'est que justement ça peut fonctionner différemment et même ça doit fonctionner différemment si l'on veut être à la hauteur de l'urgence sociale et écologique. Et on a souvent un peu cette blague avec l'équipe programme au sein de la France Insoumise. Quand on travaille ensemble collectivement, il y a toute l'équipe qui travaille sur les dépenses écologiques, les dépenses sociales, puis en général, après on va revenir vers nous, on va dire tu nous trouves l'argent. Mais en fait, il faut réfléchir ça comme dans un tout. Et comme dans un tout, en se disant comment on se donne les capacités justement de financer ces grands projets. Et ce qu'on a essayé de vous prouver là tout de suite, c'est qu'on a les capacités, tant en allant chercher l'argent dans les paradis fiscaux auprès des profiteurs de crise et en changeant ce narratif global qui consiste à dire que oui, il y a un seul modèle économique qui doit être suivi jusqu'au bout. Sur cette base-là et sur cette discussion, et je vous remercie vraiment à tous les trois, non seulement pour vos interventions, votre pédagogie, votre engagement, mais aussi pour le travail que vous faites au quotidien, parce que le nôtre ne serait pas possible sans le vôtre. Donc c'est aussi un merci collectif et probablement au nom de tous les gens ici dans la salle. Si vous le voulez bien, on va ouvrir la parole aux questions. Il nous reste 20 minutes pour tout vous dire. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va en prendre pas mal d'affilée et comme ça on va répondre, les intervenants pourront répondre les uns après les autres. Essayez de faire vos questions pas trop longues, vos questions pas trop longues de telle sorte à ce que chacun puisse y répondre ici et qu'on puisse avoir un dialogue vivant et en espérant aussi pouvoir répondre à certaines de vos interrogations sur ces questions qui sont parfois complexes. Mathieu va faire le super passeur de micro et le censeur en choisissant les personnes. Bonjour tout le monde et merci pour vos interventions. Ma question est la suivante. Le monde de la finance, le monde capitaliste, on pourrait dire que ce sont les prédateurs et nous sommes les proies. Là, ce que je comprends, c'est qu'on va essayer de minimiser un peu la domination des prédateurs. Mais est-ce que la question fondamentale, c'est pas qu'il faut carrément se débarrasser des prédateurs? Bien sûr que il faut récupérer de l'argent, mais le prédateur a une force immense tant qu'on lui laissera de la place. Tant qu'il pourra avoir cette place dominante, on ne s'en sortira jamais. Il est trop exploiteur et destructeur. Merci beaucoup. D'autres questions là-haut? Sachez qu'on ne vous voit pas très bien et qu'on est un peu aveuglé, hein. Mais on vous distingue, Bonjour. À un moment donné, vous avez dit comme quoi qu'il fallait taxer les patrimoines. J'aurais voulu savoir si c'était sur l'impôt sur la succession dont vous parlez ou pas. Merci. Merci beaucoup pour ces questions précises et qui vont au point directement. Alors, le micro... Ouais, il y avait là, juste en dessous de toi. Bonjour. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on a en notre possession comme outil pour les faire passer à la caisse. Quel rapport de force on peut faire vivre? Merci. Il y en a, rassurez-vous. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de considérer la chose de cette manière, que les impôts servent à réduire les inégalités et que le financement doit se faire par la création monétaire d'une banque centrale? Merci beaucoup.
Bonjour, merci pour vos interventions. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'idée du cantonnement du surcroît de dette engendré par la crise sanitaire, par la création d'une caisse spéciale d'amortissement et donc la création d'un impôt spécifique, pas comme ça a été fait actuellement par le gouvernement avec le transfert des 135 milliards d'euros à la CADES. Et j'ai une deuxième petite question. J'aimerais savoir concrètement quelles sont les pistes à explorer pour rendre l'impôt sur le revenu davantage lisible, progressif et aussi plus juste. Je n'ai pas le temps de développer, mais je songe notamment au quotient conjugal. Merci beaucoup. C'est toutes des excellentes questions. Juste une petite dernière question concernant donc, la première mesure que Macron a fait quand il est arrivé, c'était de supprimer l'ISF. Nous, une fois Jean-Luc au pouvoir, comment ça se passe concrètement en termes de timing? Est-ce qu'on peut rétablir l'ISF et comment ça se passe? Est-ce qu'on peut faire que effectivement les plus riches puissent payer assez rapidement pour mettre en œuvre nos politiques en fait? Merci beaucoup. On peut peut-être en prendre une dernière en bas et on va clore ce tour si vous le voulez bien. Bonjour, moi je voudrais savoir si c'est possible de revenir sur ce que vous disiez, à savoir que les choses sont en train de changer par rapport aux États-Unis et donc le retard qu'on est en train de prendre et de voir comment dans un monde qu'on nous vend comme ça de libéralisme extrême, quelle va être la place de la France et comment en fait cette dette Covid va chambouler et changer les règles du jeu. Merci. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, je vais repasser la parole à mes intervenants. Raphaël est pressé, mais normalement, on devrait être libéré dans les temps. Donc, si tu le veux bien, je vais faire l'ordre inverse ou tu as peur que ça forcera tout le monde à tenir les timings. Allez, on va faire comme ça. Peut-être commencer par toi, du coup, Anne-Laure, surtout qu'il y avait pas mal de questions qui t'étaient adressées, cantonnement, sur le lien entre la création monétaire et la fiscalité, qui fait partie des choses, en l'occurrence, sur lesquelles elle a beaucoup travaillé dans le cadre des débats autour de l'annulation de la dette. Ça fait déjà pas mal pour toi? Ok. Alors, pour le cantonnement, en fait, sur le papier, c'est une bonne idée parce que c'est se dire c'est une dette exceptionnelle et donc on va créer une ressource exceptionnelle pour rembourser cette dette. Et ça pourrait être une façon politique justement de mettre en place un impôt au patrimoine, aux revenus. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles finalement ça n'est pas une si bonne idée que ça. La première, c'est que ça contribue au discours de il faut rembourser la dette est un problème. Or, pour l'instant, la dette n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'en fait, 30% de la dette française est détenue par la Banque Centrale Européenne. C'est la Banque Centrale Européenne qui nous aide à financer une grosse partie. Ça maintient des taux très bas. La dette, ça coûte pas cher et il faut en profiter. Donc, cantonner, en fait, voilà, ça contribue à ce narratif-là et je ne suis pas sûre. Et puis, la deuxième chose, c'est que regardez ce qui s'est passé. En fait, là, pour le coup, l'économie politique, on a commencé par dire il faut cantonner et finalement, on va isoler, on ne va pas mettre de ressources en face. Donc, moi, la leçon à ça, c'est que vous avez parfois des bonnes idées économiques. Vous pouvez avoir des bonnes idées en termes de recommandations économiques, parce que ça, c'est vraiment une recommandation économique, il me semble. Et après, vous avez tout le processus politique derrière que vous n'avez pas maîtrisé. Et on arrive finalement à quelque chose où on va isoler, mais sans ressources fiscales. Donc, c'est le pire de tout. Sur fiscalité et création monétaire. Alors, c'est ce qu'on appelle la nouvelle théorie monétaire, il me semble, à laquelle vous faites référence. Qui a vraiment le vent en poupe aux États-Unis et qui commence à faire aussi son effet en Europe. C'est intéressant. C'est toujours intéressant de remettre en question les théories. C'est vraiment une nouvelle doctrine qui va à l'encontre de la théorie classique monétaire qui nous dit qu'il ne faut pas faire de l'émission monétaire, il ne faut pas se servir de la monnaie pour financer des dépenses publiques. C'est ce qu'on nous dit depuis 40 ans, c'est qu'il ne faut surtout pas faire ça parce que ça fait de l'inflation. Et il y a cette nouvelle théorie monétaire qui nous dit non, en réalité, en fait, on peut faire de l'émission monétaire sans faire de l'inflation. Il y a énormément de débats techniques et je ne vais surtout pas rentrer là-dedans.
premièrement, je ne suis pas complètement convaincue justement techniquement que ça marche, mais ça, voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, la principale raison pour laquelle je suis très gênée par cette solution, c'est que si on peut faire de l'émission monétaire pour financer des dépenses publiques, pourquoi enlèverait l'impôt? Pourquoi enlèverait l'impôt? Encore une fois, c'est une bonne décision, c'est peut-être une bonne solution au niveau économique, mais il y a tout le processus politique à prendre en compte derrière. Et en fait, si on pouvait vraiment tout résoudre par la monnaie, mais alors, vraiment, Bernard Arnault, il serait hyper content. Il n'aurait plus besoin de payer d'impôts. Donc voilà, moi je suis toujours... Alors c'est vraiment une façon un peu extrême de vous répondre parce que j'ai 1 minute, mais c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas complètement convaincue, mais plutôt pour des raisons de processus politique, de sciences politiques que de sciences économiques. Et peut-être la dernière question sur le lien avec les États-Unis et ce qui se passe... Voilà, c'est ça, je voulais répondre juste à ça, c'est que c'est vraiment frappant, et ça l'était avant l'élection de Biden, il y a vraiment eu une montée des démocrates radicaux aux États-Unis qui sont notamment incarnés par AOC, Horta-Cortez, à chaque fois. Ocasio-Cortez, merci. Et en fait, il n'y a pas qu'elle, et il y a vraiment une radicalité chez les démocrates aux États-Unis qui a fait que Biden est, enfin pas que, mais Biden est arrivé au pouvoir et il fait plus que ce qu'il avait promis. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une campagne plutôt modérée pour rallier un maximum de démocrates, et en réalité, il est en train de mettre en place une politique beaucoup plus radicale. Et donc, on dit beaucoup là-bas qu'on est en train de sortir du diktat ultralibéral, et on est en train de le voir. Il y a les républicains qui poussent, donc c'est compliqué, mais on voit vraiment un changement de braquet politique, économique, de doctrine. Et le danger, c'est qu'on se retrouve comme au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, avec une Europe qui va dégringoler, qui va être de plus en plus injuste, et finalement les États-Unis qui peuvent remonter en justice. Je regarde à 20 ans, mais c'est possible, en fait, si on ne réagit pas. Merci beaucoup, Anne-Laure. Vous pouvez l'applaudir. Merci à elle. Quentin, je sais qu'il y avait pas mal de choses sur lesquelles tu voulais répondre, sur la question de la taxation des patrimoines, peut-être sur l'impôt sur le revenu pour le rendre plus lisible et progressif, par exemple, notamment. Ouais, je vais commencer par ça, effectivement. Pourquoi on taxe le patrimoine ? On l'a déjà dit, je pense que la majorité de la salle ici tire ses revenus de subsistance du travail. Et donc, vous avez des revenus du travail. Quand on est un peu plus riche, parce que c'est concentré au niveau des personnes les plus riches, on tire ses revenus de subsistance du capital. Donc la plus-value qu'on fait sur ces actions, les dividendes, éventuellement les loyers de la maison que vous louez. Et quand vous êtes très 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 riche, vous n'avez même plus besoin de revenus. Il y a un truc génial, vous avez un actif, donc vous avez une maison, vous avez un yacht, vous avez des actions, et du coup, vous avez un gros patrimoine. Et vous pouvez aller voir la banque et leur dire, regardez, j'ai un très gros patrimoine, prêtez-moi de l'argent. Et du coup, quand vous recevez un prêt, vous pouvez vivre sur ce prêt et le rembourser. Mais quand vous remboursez, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu parce qu'il n'y a pas de revenu. Et donc, s'attaquer au patrimoine, c'est aussi une manière de demander la contribution, puisqu'en fait, quand on demande une contribution sur votre revenu, que ce soit un revenu du travail ou du capital, c'est une manière que la société vous demande une contribution pour construire des hôpitaux, des écoles, des infrastructures. Et donc, demander une contribution sur le patrimoine, c'est une manière de demander une contribution de la part de la société. Maintenant, succession, impôt sur la fortune ou autre, c'est différent. C'est-à-dire que déjà, la succession, par construction, c'est à la fin de vie ou alors à des moments très ponctuels où vous pouvez entamer des donations avant votre mort, mais c'est de manière très ponctuelle. Or, votre impôt sur le revenu, vous le payez chaque année. Et c'est ça l'avantage d'un impôt sur la fortune, c'est aussi que ça demande une contribution chaque année. Sur l'impôt sur le revenu, effectivement, je pense que la question a été très bien posée. Il y a une faille fondamentale dans l'impôt sur le revenu, c'est que si vous voulez le rendre plus progressif, vous le rendrez plus illisible. Si vous voulez le rendre plus lisible, vous le rendez moins progressif. Ça fonctionne avec des tranches et des taux marginaux, et je pense que c'est extrêmement complexe à comprendre, de se dire, sur cette partie de mon revenu, je suis taxé à 0%, puis après à 11%, puis après à 15%, puis après à 30%, puis après... Très, très compliqué. Donc, effectivement, il faut trouver une manière d'allier la progressivité et la lisibilité. Là-dessus, je vous renvoie notamment vers une proposition qui a été faite par l'Institut Rousseau, qui s'appelle l'impôt ABC. Ça a
l'avantage justement d'allier les deux en disant on va se concentrer politiquement, on va avoir un débat sur 3 critères. 3 critères qui sont compréhensibles de toutes et tous. Premièrement, à partir de combien de revenus on taxe? Et c'est-à-dire qu'avant, on ne taxe pas. À partir de 10 000, de 15 000, de 20 000. Deuxièmement, c'est quoi le taux maximum qu'on accepte en pourcentage? Pour les plus riches d'entre nous, c'est quoi le taux maximum d'imposition? Et troisièmement, c'est le degré de progressivité. Est-ce qu'on demande la même chose à tout le monde? Donc c'est le degré 0. Ou est-ce qu'on demande aux plus riches de payer plus ou pas? Et en fonction, si c'est plus c'est élevé, plus c'est progressif. Et c'est le même impôt, mais c'est juste une manière de réfléchir totalement différente et de sortir de cette dichotomie entre eux, il faut qu'ils soient lisibles, donc on enlève des tranches, on en supprime, et il y en a de moins en moins historiquement, et on a besoin qu'ils soient progressifs, parce que c'est un horaire impôt progressif, et dans ce cas-là, on augmente, on rajoute des tranches sur la fin. Il y avait une très bonne question sur le quotient conjugal. Oxfam va sortir un rapport sur ce sujet dans quelques semaines, mois, en fonction de ma rapidité d'écriture. Mais voilà, je vous renvoie vers ça. Mais effectivement, c'est un sujet parce qu'on a aujourd'hui une construction de l'impôt qui a été pensée pour la France de l'après-guerre, où en fait, alors à l'époque, du coup, les femmes travaillaient beaucoup moins que maintenant. Et donc, du coup, il y a des réductions d'impôts qui incitent ceux qui gagnent moins dans un couple à moins travailler. Et il se trouve que statistiquement, c'est plutôt des femmes. Et donc, qui vont avoir des taux d'impôt, qui vont supporter des taux d'impôt plus importants de leurs conjoints. Et donc, il y a des pistes de l'individualisation au plafonnement. Et il faut regarder à chaque fois l'impact. Et c'est quoi l'objectif recherché? Si l'objectif, c'est de faire des sous, mettre un plafond, ça peut être une bonne chose, mais ça ne va pas forcément aider à l'autonomisation des femmes. Si on regarde l'individualisation, c'est intéressant, mais du coup, ça risque de faire augmenter les impôts sur les classes moyennes et populaires, mais du côté des hommes. Donc voilà, il y a plusieurs pistes, on va proposer des éléments là-dessus. La première question, et après je vais essayer de passer le micro, parce que je sais que Raphaël doit s'en aller. Moi, la première question, je l'ai comprise comme, est-ce que taxer, c'est pas un pansement finalement? Et taxer, encore une fois, on vous demande une contribution pour la société pour financer des éléments qui vont réduire des inégalités. Si le seul objectif de la fiscalité, c'est de réduire les inégalités directement, effectivement, il y a d'autres moyens de le faire. Mais si on vous demande une contribution pour payer l'hôpital, pour payer l'école, pour payer la route, pour payer le fonctionnement de la police, il n'y a pas que des choses qu'on aime d'ailleurs, mais pour payer toute la force publique, et à qui on le demande? Et il y a un article de la Constitution qui est vachement bien fait qui dit que chacun doit payer en fonction de ses moyens. Donc c'est ça le rôle de la fiscalité. Ça n'empêche pas de penser la réduction des inégalités en amont de la fiscalité. Et il faut voir notamment comment les entreprises créent et partagent la richesse. On voit qu'il y a des écarts de salaire de plus en plus grands au sein des entreprises. On voit qu'il y a une délocalisation qui fait qu'en plus, une externalisation qui fait qu'en plus on pressurise sur des sous-traitants, etc. Donc effectivement, c'est aussi des manières de penser la réduction des inégalités. Et je réponds à 2 petits trucs et après je passe la parole, promis. On m'arrête plus. En 20 secondes. Ok. Sur le rapport de force et les changements aux US, juste dire que dans le rapport de force, déjà dans le discours, on sent que on voit qu'il y a une évolution, mais c'est finalement presque plus dur une fois que tout le monde a le même discours de dire bah non, ça c'est pas vraiment une bonne manière de lutter contre l'évasion fiscale, ça c'est une bonne manière. Le discours de Janet Yellen, donc secrétaire au Trésor américaine, qui dit la concurrence fiscale ça marche plus, il faut faire une concurrence basée sur la qualité de nos infrastructures, sur nos écoles. Ça c'est un discours que la société civile tient depuis des années et ça commence à évoluer. On voit des responsables politiques qui le font. Voilà, je cède la parole. Merci beaucoup, Quentin. Raphaël, pour conclure et compléter ce qui a été dit, notamment la question sur l'impôt sur les successions, Quentin en a dit un mot sur le type d'impôt, mais sur le patrimoine, mais n'hésite pas à compléter là-dessus. Déjà, ça a été dit, mais il faut bien, je complète quoi. Le patrimoine. Pour pouvoir avoir un patrimoine, il faut déjà avoir un haut revenu. Et la plupart des Français n'ont pas de patrimoine ou très peu de patrimoine. Mais en plus, quand vous avez un patrimoine, ça va vous générer des revenus, des dividendes, des loyers, etc. Et donc, si vous voulez briser la spirale en fait, d'accumulation du capital, et de faire en sorte que les plus riches soient toujours plus riches, il faut forcément taxer le patrimoine. Quand j'ai parlé tout à l'heure de taxation du patrimoine, on pensait plutôt aux impôts sur la fortune, mais puisque la question des droits de succession est posée, je voudrais quand même revenir là-dessus.
l'impôt sur les successions, c'est le plus impopulaire et on a réussi à nous le faire vraiment, y compris avec des formules horribles du genre impôt sur la mort, etc. Et on comprend tous très bien qu'effectivement, si au cours de ma vie, je sais pas, moi j'ai travaillé dur et puis j'ai acheté une maison, eh bien j'ai envie qu'à ma mort, mes enfants puissent en profiter et pas qu'ils soient obligés de la vendre. Sauf que quand on dit ça, on oublie qu'en fait, en France, il n'y a que 25% des successions qui sont taxées. 3/4 des successions, vous êtes en dessous du seuil où c'est taxé. Donc en fait, on a réussi à construire une impopularité sur un impôt. Enfin, on a réussi, nos adversaires idéologiques ont réussi à construire une aversion pour cet impôt, alors qu'en réalité, les 3/4 d'entre nous ne payons pas. Moi, j'ai eu la malchance d'hériter il n'y a pas très longtemps de mon papa. J'étais persuadé qu'on allait payer des droits de succession. J'aurais trouvé ça normal. Alors pas qu'on prenne tout, mais j'aurais trouvé ça normal. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter ça? En fait, j'ai rien fait. Et en réalité, zéro. Et donc ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Je pense que c'est un débat qui n'est pas facile à avoir parce qu'effectivement, on sait que c'est extrêmement populaire. J'ai vu que dans le programme de la France Insoumise, vous mettez à chaque fois le taux d'approbation de vos mesures. Et ça, c'est pas le genre de mesure où effectivement, on a un fort soutien populaire. Mais en même temps, il faut le dire. En fait, aujourd'hui, l'impôt sur les successions, il est très faible. Et vous savez, Macron nous parle toujours d'égalité des chances, parce qu'évidemment, quand on augmente les inégalités réelles, on vous dit qu'on travaille pour l'égalité des chances. Mais comment est-ce qu'on peut justifier qu'il y ait des personnes qui, je sais pas moi, par exemple, les enfants de Bernard Arnault, pour reprendre cet exemple-là, je sais pas, vous avez peut-être lu cet été les articles du Monde sur les grandes dynasties françaises où on comprend que ça, fondamentalement, son obsession, c'est de savoir comment est-ce qu'il va pouvoir transmettre à ses enfants sa fortune. Mais c'est pas normal. Et bon, je ne vais pas développer, mais Macron a encore créé des nouvelles possibilités, de nouvelles exemptions. Et il n'y a pas que la succession, il y a avant de votre vivant les donations qui, elles aussi, sont fortement exemptées. Donc voilà, moi je pense que c'est logique qu'on puisse avoir une partie du fruit de ces efforts qui puissent être transmis à ses enfants, mais que ça ne serait pas illogique de taxer, tout simplement parce que tout le monde comprend bien que si moi j'hérite de rien et qu'à côté quelqu'un, il sait déjà au moment où il hérite, que de toute façon, jusqu'à la fin de ses jours, eh bien, il va pouvoir vivre dans le luxe et que même de toute façon, il va pouvoir transmettre à ses enfants. Hein, j'insiste, moi, je suis le fils de Bernard Arnault. Demain, j'hérite de la fortune de mon papa. Je ne souhaite pas la mort de Bernard Arnault. Si Elisabeth Lévy dans la salle qui nous a accusés d'appeler au meurtre, je ne souhaite pas sa mort. Mais un jour, il va mourir. Il est peut-être un grand parrain, mais il n'est pas immortel. Eh bien, ses enfants, quoi qu'ils fassent, non seulement ils vont pouvoir vivre, mais en plus, j'insiste encore une fois, sans rien faire, sans travailler, cette fortune génère tellement de revenus que de toute façon, ils vont continuer à être plus riches. Donc, c'est pour ça que c'est très important de renforcer l'imposition sur les successions, même si ce n'est pas très populaire. Je finis juste un mot sur les différents outils. Moi, je pense que c'est important de réfléchir à la complémentarité. Ici, vous voyez, il y a un économiste, des associations, une responsable politique. Je pense que c'est important, le travail qui est mené d'expertise, que ce soit par les économistes ou le travail qu'on fait nous, même s'il est un peu moins expert, mais on essaie quand même de faire la même chose. La bataille des idées, elle est hyper importante. La bataille culturelle, elle est hyper importante. Nous, on vient de sortir un petit bouquin, Attaque. C'est pas pour faire du placement de produits, mais on vient de sortir un petit bouquin sur les idées fausses sur la fiscalité, parce que justement, en fait, le débat, il est pourri. En fait, on vous dit les pauvres ne payent pas d'impôts, les riches sont matraqués d'impôts. On vous a expliqué que c'était l'inverse. Donc, en fait, je pense qu'un débat, quelque chose qui est essentiel, c'est effectivement de poursuivre ce débat d'idées. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et il y a plein d'outils pour le faire, des bouquins, des conférences débats, etc., pour faire en sorte que ceux qui ont intérêt aux impôts, c'est-à-dire en fait l'immense majorité de la population, eh bien, arrête d'être berné par le discours néolibéral qui consiste à toujours dévaloriser l'impôt. Nous, on n'a pas honte de dire « vive l'impôt ». Et on pense que ce travail de nous, ce qu'on appelle d'éducation populaire, on va dire, de diffusion des idées, de gagner cette bataille des idées, elle doit aussi, quelqu'un a utilisé le terme de rapport de force. Nous, si on mène des actions de désobéissance civile, c'est pas uniquement parce qu'on adore finir en garde à vue et visiter les commissariats français, mais c'est parce qu'on pense qu'effectivement, aujourd'hui, en fait, ce discours, à force de l'expliquer, à force de pédagogie, on voit bien qu'en réalité, les gouvernements, ils n'ont aucune volonté. On pourrait se demander, mais comment ça se fait que les gouvernements ne vont pas chercher l'argent de l'évasion fiscale alors qu'ils en sont les premiers perdants? C'est le MEDEF qui écrit les textes. On vous l'a expliqué. Donc à partir du moment où on voit bien que le gouvernement n'a aucune volonté de faire en sorte d'aller chercher l'argent où il est, de faire en sorte que chacun paye sa juste part d'impôt, mais préfère dire, comme on l'a expliqué, que ça va être trop précaire de se serrer un peu plus la ceinture, nous on considère que c'est légitime de mener des actions de désobéissance civile. Et ces actions de désobéissance civile,
en général, quand on regarde les livres d'histoire, sur le moment, elles sont taxées d'illégales, de terroristes, et puis après coup, on se dit, quand c'était juste, évidemment, je ne dis pas que n'importe quelle action, il suffit de dire désobéissance civile pour que ça soit juste, mais quand ça, pour, comme on vient d'expliquer là, faire avancer la justice, en réalité, c'est juste. Et puis, bon, tu vas le développer, mais voilà, nous, on est une association, comme Oxfam, on n'appelle pas à voter pour un parti, on ne soutient pas de parti, on fait notre travail indépendamment des partis, même ce qui n'empêche pas de discuter, de dialoguer avec des partis et de répondre aux invitations. Mais évidemment qu'il n'y aura pas de changement ici si on reconduit Emmanuel Macron au pouvoir. Et je le dis, alors je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre ici, mais je pense qu'il faudrait que dans le débat public, on l'entende aussi plus. Il n'y a rien à attendre d'une Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est l'autre candidate des riches. Quand vous regardez le programme de Marine Le Pen, vous avez tous les poncifs néolibéraux sur la haine de l'impôt qui sont là. Et d'ailleurs, je remarque que le patronat n'a pas l'air spécialement inquiet en cas de victoire de Marine Le Pen et que les très riches qui nous expliquent à la fois qu'il faut dissoudre Attac ou que la France insoumise, vous êtes très méchants, ne déploient pas la même énergie pour critiquer l'extrême droite. Donc voilà, nous, c'est pas notre boulot de soutenir des partis et je suis pas là pour faire ça du tout. Mais par contre, évidemment, on n'est pas dupe sur le fait que la société civile doit jouer un rôle, on doit décrypter, on doit mener des actions, mais qu'effectivement, et ça doit aussi passer par des changements politiques. Et là, on a quand même la quintessence d'un gouvernement qui joue les intérêts des grandes multinationales et des très riches, et en même temps, qui peut être surpris. C'est eux qui l'ont fait élire. Merci beaucoup, Raphaël. Un petit mot pour compléter cette conclusion. Alors, il y a une question qui m'était posée plus spécifiquement sur la mise en place de l'ISF si on arrivait au pouvoir. Nous, la manière dont on voit les choses, c'est que dans la mise en œuvre concrète du projet au soir du 23 avril 2022, lapsus, 2022, il faudra s'attaquer tout de suite au nerf de la guerre qui est le partage des richesses. Et si on veut faire un partage des richesses, oui, il faudra s'attaquer immédiatement aux plus grandes fortunes et aux grandes multinationales. Et ça passe de manière très concrète par ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificatif. Normalement, des projets de loi de finances, c'est à l'automne chaque année. Là, il va y avoir celui, le dernier fait par Macron. Ouf. Donc je suppose qu'il va en profiter pour faire quelques derniers cadeaux à ses amis et à ceux qui peuvent. Mais au soir de avril 2022, un gouvernement est composé. Bon, un premier projet de loi rectificatif sera fait, probablement juste après les législatives, qui permettra de changer complètement l'orientation des impôts et de notre système fiscal en France. Ce qui veut dire, concrètement, 1, la progressivité de l'impôt sur le revenu, je ne reviens pas sur ce qu'a présenté Quentin. 2, des réformes qui permettent d'aller chercher véritablement l'impôt dans les paradis fiscaux. Et ça commence par un impôt universel qui permet de couper l'herbe sous le pied aux grandes entreprises multinationales qui font de l'évasion fiscale et d'imposer ce taux minimum de manière unilatérale. Et ça passe enfin par une taxation exceptionnelle sur les plus riches, sur les plus grandes fortunes et sur les grandes entreprises multinationales, à la fois sur les profits faits de manière exceptionnelle pendant la crise, sur un rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, mais je vais au-delà. L'impôt de solidarité sur la fortune, en réalité, en lui-même, avait aussi des failles, en lui-même avait aussi des niches à l'impôt pour les plus riches. Et donc c'est non seulement, et je ne vais pas entrer ici dans les détails, vu l'heure et le temps qu'il nous reste, un rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, mais une refonte complète de la taxation des plus hauts patrimoines dans les différents types de patrimoine qu'il existe, puisque vous l'avez bien compris qu'il existe différents patrimoines. Et donc en alliant à la fois une réforme complète de notre système fiscal pour le rendre plus progressif et des outils qui permettent à ce qu'il ne file pas dans les paradis fiscaux, alors oui, on se donnera les capacités d'aller récupérer tous les milliards qui ont été perdus et qui sont indispensables aujourd'hui, à la fois pour faire la transition écologique et venir en aide à ceux qui galèrent le plus et financer nos services publics. Alors pour conclure, moi j'ai le sentiment, et c'est un peu ce qu'on a commencé à réfléchir, y compris en thème de campagne, c'est que on est revenu dans une certaine manière à une société de privilèges. Et que dans l'Ancien Régime, il y avait une minorité de nobles qui profitaient de la société pendant que le tiers-État payait la dîme, pendant que le tiers-État payait pour la majorité. Alors, toute proportion gardée, évidemment, on n'est pas aujourd'hui dans le même système,
mais une société de privilèges s'installe de nouveau par volonté politique de ceux qui nous gouvernent. Des privilèges fiscaux, on en a longuement parlé aujourd'hui, de celles et ceux qui ne payent pas leur juste part d'impôts et à qui on offre davantage de cadeaux tous les jours. Des privilèges sociaux, des privilèges démocratiques, puisqu'ils sont ceux aussi qui participent davantage à la vie politique, soit directement, soit indirectement, avec l'exemple que je donnais avec le MEDEF. Et qu'il est temps d'abolir cette société d'ancien régime. Et que la révolution de 1789, on le sait peu, et en fait, on n'en discute pas tant que ça dans les livres d'histoire, mais elle est née d'une révolte fiscale. Elle est née du tiers-État qui se lève contre les privilèges de la noblesse. Alors c'est ce que je nous souhaite, que nous, le peuple, les héritiers de ce tiers-État, on se lève contre les privilèges de cette nouvelle forme de noblesse qui a profité depuis bien trop longtemps et que nous aussi, on reprenne le pouvoir. Il nous reste quelques mois pour cela et j'espère qu'on pourra compter sur vous toutes et vous tous. Merci encore à vous. Et merci à vous de continuer à vous mobiliser sur ces thèmes, de relayer notre campagne pour taxer les riches, participer aux actions de terrain. Et pour ceux qui le veulent, on a encore aussi quelques t-shirts pour vous, mais chut, parce qu'il n'en reste pas beaucoup, ça va être la guerre. Merci encore à vous.